Cette émission, vous aurez l'occasion de nous en parler. Commençons tout de suite par le cas de Bernard Arnault, la première fortune de France, que l'on soupçonne de vouloir quitter fiscalement le pays. Je vous propose de revenir sur les derniers événements. La presse belge fait savoir ce matin que Bernard Arnault, première fortune de France et d'Europe, quatrième fortune mondiale, cherche à obtenir la nationalité belge. Bernard Arnault, 63 ans, première fortune d'Europe, quatrième fortune mondiale, avec un patrimoine estimé à 32 milliards d'euros par le magazine Forbes. L'imposition à 75% des plus hauts revenus prévus par François Hollande serait l'explication principale. Quand on prend des décisions stupides, on arrive à ces résultats effrayants. J'attends des Français, notamment les plus riches, qui soient des vrais patriotes. L'État français l'a beaucoup aidé au cours des années, notamment en lui ouvrant toute une série de marchés à l'étranger. Je vois qu'il n'est pas bien reconnaissant. Dans une période qui est une période difficile, il ne faut pas donner de signes de trahison. Il n'y a pas eu une seule bonne mesure économique de prise depuis que Hollande est au pouvoir. Il faut juste qu'on atterrisse, il faut ouvrir les yeux sur le fait que François Hollande est en train de mettre le pays par terre. Qu'est-ce que c'est que ce Belge de circonstance qui va avoir une nationalité uniquement pour faire de l'argent? Moi, je serais belge, ça me vexerait à mort de voir un type pareil, je ne veux pas de vous. Le patron de LVMH a démenti. Il affirme ne pas demander la nationalité belge pour des raisons fiscales. Je suis et je resterai fiscalement domicilié en France et à ce titre, je remplirai comme tous les Français l'ensemble de mes obligations fiscales. Alors Bernard Arnault a eu beau démentir, certains le soupçonnent, non pas de vouloir s'installer en Belgique d'ailleurs, mais de prendre la nationalité belge pour pouvoir s'installer à Monaco, s'exiler fiscalement à Monaco, dont acte, il a dit que ça n'était pas le cas. Quand bien même voudrait-il le faire, on pose la question de façon un peu provocante, les riches ont-ils le droit de se plaindre? Et je vous pose la question, Monique Pinson-Charlot, est-ce que c'est un cas pour vous où un riche se sert de son argent comme d'une arme éventuellement pour se plaindre? Enfin, pour se plaindre, en tout cas là, pour fuir son pays et fuir sa contribution au bien commun, fiscalement, et puis se détacher aussi d'une responsabilité vis-à-vis d'un pays qui lui a quand même ouvert grand les portes. LVMH s'est pas construit comme ça. Il a bénéficié de l'aide notamment de Laurent Fabius en 1984, lorsqu'il est rentré de son premier exil fiscal aux États-Unis, son premier exil dès que François Mitterrand est arrivé. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les riches ont cette capacité aujourd'hui de bourreaux, avec des guillemets, c'est-à-dire ceux qui captent toutes les richesses et tous les pouvoirs pour eux seuls, à se transformer en victimes. Donc on nous parle de chasse aux riches, de la haine des riches. C'est pour ça que je demandais s'il avait le droit de se plaindre. Et l'histoire des 75%, c'est quand même extraordinaire comment c'est présenté. Parce que les 75%, c'est évidemment sur la dernière tranche, c'est sur 1 million d'euros dans un pays où il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ces 75%, c'est à partir d'1 million d'euros imposables. C'est-à-dire, les revenus se sont fait une petite taille de guêpe avant de passer devant le percepteur, en passant par les niches fiscales, par les paradis fiscaux. Bernard Arnault sait très bien ce que c'est. Il a 140 filiales dans les paradis fiscaux. Donc il est bien placé pour savoir comment l'argent offshore, c'est bon. Et en réalité, c'est par part fiscale. Si vous avez une petite femme et 2 enfants, les 75% sur la dernière tranche, ce sera, cher monsieur, à partir de 2 millions d'euros. Alors, il les a. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Oui, enfin, je veux dire qu'il sera imposé quand même. Ah, il sera imposé quand même, mais tout le monde doit apporter quand même sa contribution. Pourquoi ce serait que les gens modestes ou pauvres qui devraient payer leurs impôts, puisque vous savez que l'impôt indirect frappe tout le monde? Oui. Philippe Soler? Moi, ce qui m'impressionne dans toutes ces choses, c'est à quel point personne n'a envie de comprendre comment fonctionne désormais le capitalisme mondial. Autrement dit, il faudrait un peu se renseigner avant d'accuser, d'avoir des états d'âme, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Arnault, en Belgique, avec son camarade frère? Il est en train, probablement, vous ne savez pas, il a dit qu'il paierait ses impôts en France, il est en train, probablement, de monter une usine supérieure, capitalistique, il démente, etc. Donc, ce sont des affaires qui comportent des transactions et des investissements considérables dont vous ne savez rien, ce soit ni les uns ni les autres.
vous n'en savez rien. Et c'est ça, la force du capitalisme mondial. C'est la force du capitalisme financier. C'est qu'on vous raconte ce que vous voulez, mais vous n'en savez rien. Si Marx était là, il dirait oui, il faut analyser cette mutation planétaire du capitalisme. Au fond, c'était le bon temps. Quand il y avait le patron, les ouvriers, le prolétariat, la dictature éventuelle du prolétariat. J'ai lu Marx, je suis un des rares Français qui l'ai lu avec vous, Besancenot, sûrement, j'espère. Mais donc nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous ne savons pas ce qu'est en train de faire Bernard Arnault. Tout ça, c'est des écrans de fumée. Tout le monde crie « Casse-toi, riche con !» Demain, voilà. C'est des conneries. Excusez-moi. Personne n'a envie de savoir réellement comment fonctionne l'argent. Il y a un tabou considérable sur la sexualité et sur l'argent. On n'a pas envie de savoir comment ça fonctionne. Or, ça fonctionne. C'est compréhensible. Mais pour ça, il faut s'y intéresser. Eh bien, vous qui vous y êtes intéressé, Nicolas Lecossin, et l'éventuel départ de Bernard Arnault, fiscalement, ou de n'importe qui serait dans une situation similaire, d'ailleurs. D'abord, Philippe Soler a raison, on n'en sait rien. Ce n'est pas pour des raisons de capitalisme mondial ou de Marx, qui malheureusement n'est plus là. Le marxisme a fait faillite d'ailleurs entre-temps. Bernard Arnault, il va partir peut-être, mais on ne sait pas pourquoi. Et il y a une autre raison pour laquelle je m'étonne un petit peu de toutes ces réactions, c'est que du matin au soir et du soir au matin, on parle de l'Europe, de la libre circulation des personnes. Si vous, Frédéric Taddy, vous avez envie de vous installer en Belgique, vous pouvez le faire. Si moi, je peux on n'a pas besoin de prendre la nationalité. On n'a pas besoin ça, de prendre la nationalité, d'ailleurs. On peut s'installer où on veut, dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Et quand bien même on voudrait prendre la nationalité d'un autre pays, on a le droit aussi, d'ailleurs. Oui, ça n'a rien d'illégal. Sinon, je dirais quand même, c'est quand même inquiétant de voir ces attaques contre cette personne qui est, je ne le connais pas, hein, mais il est quand même à la tête de LVMH, qui embauche 100 000 personnes dans le monde, 80 000 personnes en France, qui a fait la gloire de la France à l'étranger avec des marques de prestige, vous les connaissez tous, je ne vais pas le rappeler. Et quand je vois Libération faire ce genre de titre, ça me rappelle l'attaque contre les riches, les koulaks en Union soviétique. C'était Staline, on les a envoyés au goulag parce qu'ils étaient plus riches que les autres. Et on a vu ce que ça a donné. C'est inquiétant de voir ça en France en 2012. Et Anne Revaud-Dallabonne ? Oui, enfin d'abord, on sait beaucoup plus de choses sur le capitalisme financier que ce que Philippe Solers veut bien en dire, même si effectivement les mécanismes, je dirais, de lutte contre certaines formes de spéculation sont rendus extrêmement difficiles, du fait aussi des phénomènes de mondialisation. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi je ne m'étonne absolument pas de la violence ou de la virulence des réactions face au comportement de Bernard Arnault, parce que la question de l'argent, du gain, et de la spéculation financière, elle n'est jamais déconnectée par rapport à la question de la justice, et en particulier par rapport à la question de la justice sociale. Aristote, qui le premier a théorisé la question de l'argent, la rapportait, ne déconnectait pas la question de la monnaie ou de la spéculation, enfin, il ne s'agit pas de spéculation, mais de l'argent tout simplement, de la question de la justice. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que les gens perçoivent en période d'inégalité croissante et avec la perception d'injustice de plus en plus forte, un tel comportement comme une espèce de dérive qui est une véritable, je dirais, offense à ce qu'ils vivent comme étant leur propre souffrance. Donc il n'y a rien, ça n'a strictement rien à voir avec la lutte contre les koulaks que nous n'avons absolument pas exonéré par ailleurs, mais c'est absolument pas comparable. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut effectivement s'interroger sur le type de société qui rend possible de pareils comportements. C'est-à-dire sur le type de société où l'appât du gain, la réussite individuelle entièrement basée sur l'argent est considérée comme la valeur suprême. Et où la finalité de l'existence... C'est pas d'aujourd'hui, chère madame. C'est devenu aujourd'hui. Écoutez, attendez, vous allez me laisser parler, parce que
comment dire, il y a eu un moment où effectivement, il y a eu quelque chose qu'on a appelé une sorte de désenchâssement avec l'économie de marché, de désenchâssement de l'économie par rapport aux autres secteurs de la réalité. Et l'économie est devenue non seulement je dirais, le secteur dominant. Ça n'a rien à voir avec l'importance comment dire, de la production, mais elle est devenue aussi, sur le plan anthropologique et culturel, le secteur dominant. Et ce qui fait que l'homme est réduit ou censé être réduit à une qualité d'homme économique ou d'homo economicus qui n'a pas d'autre visée dans l'existence que la réussite individuelle par l'argent. Donc si on veut remonter à des causes un peu plus profondes, au lieu de s'engager dans une polémique du genre de celle qui maintenant oppose la une de Libération avec les propos des dirigeants de l'UMP, il faut essayer de se demander quelle est la société qui culturellement, comment dire, au fond, autorise ou favorise ce genre de dérive. Il y a quelque chose, Philippe Sollers ? Oui. Vous allez vous procurer, j'en suis sûr, parce que la littérature va vous enseigner beaucoup de choses, vous en êtes certaines sûrement, mais peut-être pas assez. Vous allez vous procurer les 2 volumes en Pléiade de Scott Fitzgerald, qui vous... Ah oui, et bien vous allez le relire, vous allez lire ce que c'est, en effet, que l'argent... entre 1920 et 1925, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, l'argent, vous pouvez revenir à la littérature qui ne vous parle que de ça. Et beaucoup mieux que tous les sociologues. Nous sommes en 1925 ou 1930, nous sommes en pleine période capitaliste et à la veille de la crise. Mais c'est pas nouveau, c'est exponentiel. Ça veut dire simplement qu'il faut entrer dans la tête des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas en déclinant des formules générales sur l'homo economicus, etc. Ça ne veut plus rien dire. Nous sommes dans une époque, mais non, nous sommes dans une époque de mutation considérable avec le capitalisme financier. Il faut rentrer dans la tête et le fonctionnement de ces gens et, au lieu d'abstraction, dire quelle est leur pensée profonde, leurs envies, leurs désirs, comment ils se comportent. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Eh bien, voilà la littérature qu'il faut écrire. Fais. Marx, que vous avez cité dans la phrase précédente, disant que pour accéder au concret, il fallait passer par l'abstrait. Au contact de cette mafia de l'argent planétaire, sans quoi on ne comprend rien. François-Xavier Bellamy. Je crois qu'en deçà encore de l'argent, c'est bien sûr une question de société. Et il me semble que la société qui rend possible un tel itinéraire, c'est une société qui est marquée par un individualisme considérable. Bien en deçà encore du pouvoir de l'argent, parce que le pouvoir de l'argent, et ça pour le coup, je crois que c'est quand même une rupture. Je trouve ça très, très amusant de ce point de vue-là, de constater qu'on n'entend parler de patriotisme que lorsque précisément on se trouve devant un comportement de cette nature qui nous choque. Mais au fond, le patriotisme, vous voyez, c'est quelque chose qui est dépassé, parce que l'idée que on devrait mettre en avant d'abord les devoirs qu'on doit à une communauté. Et les prolétaires n'ont pas de patrie, les gens riches non plus. Oui, mais ça c'est ça le problème. Précisément. Alors, il faut être à la mesure de cet universalisme. Je crois que le monde n'a pas toujours été révolutionnaire, soit absolument financier. J'ai lu Marx aussi. Je crois que le monde, contrairement à ce que dit Marx, n'a pas toujours été composé exclusivement de prolétaires et de financiers. Et je crois que vous parliez d'Aristote. Dans la pensée d'Aristote, on lit précisément une vision du monde. Aristote, la barbe. Mais si laissez-les, s'ils ont envie de revenir à Aristote, après tout. On est en plein 21e siècle avec des affaires considérables. Les pensées d'avenir ne sont pas toujours très gentil, mais enfin, écoutez, terminé, François-Xavier Bellamy. Je crois en tous les cas que même si c'est du passé, on lit dans le travail d'un Aristote que vous avez cité, on lit une vision du monde qui met d'abord la cité, qui met en avant le bien commun avant de mettre en avant l'individu. Et je crois que ce que nous renvoie Bernard Arnault et ce qui nous insupporte dans le départ de Bernard Arnault, c'est qu'il nous renvoie peut-être le miroir de notre propre individualisme, quelque chose auquel il est difficile de faire échec parce que précisément au fond peut-être il est trop partagé désormais pour qu'on arrive encore à trouver une bonne raison de lui interdire de partir. Il vous renseigne sur votre servitude volontaire, pas sur le fait que tout le monde est couché devant l'argent. Vous-même, moi, je suis obligé, mais vous aussi, tout le monde. Mais donc c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut interroger. C'est la servitude volontaire des peuples et la possibilité qu'ils ont de faire la moindre insurrection par rapport à ça. Que la servitude volontaire, ce soit un peu plus compliqué que ce que vous racontez ici. Allons faire pousser Riot quelque part, vous allez voir. Monique Passon-Charlot et Olivier Besancenot. Bon, alors, je voudrais dire que l'individualisme,
il est bon. Ah, mais laissez-moi quand même parler. Ah, mais moi, je vais changer de place. Déjà, il m'a piqué mon eau. Bon, c'est le collectivisme. L'individualisme, il est tout à fait valable pour les classes moyennes et les classes populaires qui ont été totalement désaffiliées. Mais contrairement à ce que vous avez dit, Bernard Arnault, il appartient à une classe sociale et c'est pas rien. S'il est parti, s'il veut partir en Belgique, où il a quand même déjà acheté une maison depuis novembre 2011, c'est-à-dire que ce n'est pas sur un coup de tête, c'est une affaire qui a été bien préparée, il représente cette classe puisqu'il est la première fortune de France et d'Europe, et il donne un vrai signal à cette classe. Désormais, voilà, nous, on paye plus nos impôts, on va partir à l'étranger. On en paye quand même. Notre identité, c'est notre mondialisation financière. C'est notre mondialisation financière. Et je te laisse la parole. Olivier Besancenot. Non, mais pour répondre à la question que vous posiez, est-ce que les riches ont le droit de se plaindre? Ce qui est sûr, c'est qu'ils se plaignent. Voilà. Et moi, depuis que je suis gamin, je les entends se plaindre. Beaucoup. Et c'est pas les seuls, soit. Mais quand ils se plaignent, et moi, pour retomber, on aime tous Marx, la littérature, soit. Mais là, aujourd'hui, je constate que la parole d'un Bernard Arnault pèse beaucoup plus dans le débat politique, social, vous l'appelez comme vous voulez, que toutes les paroles réunies des ouvriers de PSA, de Plisserolles, de toutes les boîtes aujourd'hui qui s'additionnent, de Doux, etc. Toutes les additionnées. Il y a une syndicaliste qui s'est effondrée à la télé hier, de Doux. Voilà. Quel est son poids dans la société? Elle qui représente beaucoup, pas grand-chose. Bernard Arnault fait un vrai faux départ, puis il dit que finalement il est patriote, qu'il continuera à payer ses impôts ici. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que eux, je suis sûr que les riches, ils relisent Marx, d'ailleurs ils le disent de temps en temps, et eux croient à la lutte de classe. Et eux sont décomplexés sur la question. Et en effet, sont parfaitement internationalistes sur ces questions-là. Et au fond, moi, c'est le premier sujet qui m'a marqué, et c'est au-delà du décalage monstrueux, enfin des sommes. Enfin, je veux dire, François Hollande, à la télé, dimanche soir, il nous a fait transpirer pendant 25 minutes pour nous expliquer qu'il fallait trouver 30 milliards. On était tous là en disant, mais c'est vrai, il faut trouver 30 milliards. On va tous se serrer la ceinture, il faut trouver 30 milliards. Dans le même temps, Bernard Arnault, sa fortune personnelle, la fortune d'un seul, c'est juste pour donner un sens aux choses. C'est 32 milliards. C'est 32 milliards. Donc on est dans cette espèce de société mondialisée, où en effet le capitalisme a muté, mais il y a quand même des bons fondamentaux. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à la phrase de Warren Buffett, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus riche milliardaire de la planète, qui avait dit il y a une guerre de classe qui se mène en ce moment, et c'est ma classe qui est en train de remporter cette guerre. Et pour moi, c'est une leçon de choses. C'est une leçon de choses, du coup, du débat politique qui doit s'imposer derrière. C'est-à-dire, et quand je dis il pleure vraiment. C'est-à-dire qu'on oublie tous dans cette affaire que les riches en France, pour dire qu'on est quand même très très loin du goulag, qu'on exècre tous et du stalinisme. Je termine juste juste terminer sur cette idée-là, parce que ça, c'est l'effet. C'est qu'en France, au-delà des mots, parce que vous savez, la violence, c'est pas que des verbes. Moi, je vais vous le dire comme je le pense. La une de Libé, elle m'a fait marrer et elle sera toujours moins violente qu'un plan de licenciement. Écoutez, ce que je voulais juste dire, vous donner la parole, c'est que les riches en France, et ça c'est les chiffres qui le prouvent, sont moins taxés en proportion que le restant de la majorité de la population. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Pardon. Non, bien sûr que non. Bien sûr que si. C'est une énormité. Écoutez, c'est les travaux de Thomas Piketty, par exemple. Ils sont taxés à un impôt progressif en France. Vous pensez qu'ils sont... Non, on a fait nous aussi des calculs. D'accord, mais vous pouvez ne pas être d'accord, mais sans dire que c'est forcément une énormité. Voilà. Pourquoi ils partent? Pardon. Écoutez, allez-y, Nicolas. Je comprends. Les 10% les plus riches en France payent 74% de l'impôt sur les revenus en France. C'est énorme. Alors, dites-moi pourquoi ils partent. S'ils ne payent pas des impôts, alors ils viendraient tous ici. Warren Buffett viendrait ici. Non, mais c'est juste pour savoir. Par exemple, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir les chiffres sur tout. Par exemple, d'ailleurs, je crois que vous l'avez indiqué à plusieurs reprises, Thomas Piketty avait, dans une enquête, expliqué que au niveau de Thomas Piketty en France. Non, mais il existe aussi. Laissez-moi finir. Ce sont les chiffres de Bercy. Est-ce que vous contestez ce chiffre-là? Je peux le savoir ou pas? Oui, je le conteste, bien sûr. J'ai pas dit. Vous êtes fort, alors vous êtes devant. Je vous donne un chiffre du Conseil des prélèvements obligatoires, donc ce n'est pas mon institut, c'est un institut public, enfin c'est Bercy qui le donne. Il paye les impôts. C'est pour ça qu'il part d'ailleurs. J'ai pas dit ça. Non, mais on s'est pas compris. Ne peut pas. Moi, je pense qu'on se trompe d'ennemi. C'est pas Bernard Arnault l'ennemi.
Bernard Arnault veut partir parce qu'il y a des mesures idiotes qui ont été prises par le gouvernement socialiste. C'est pour ça qu'il veut partir. L'ennemi, ce sont les mesures qu'il vient de prendre. François Hollande, Jean-Marc Ayrault. On a besoin de Bernard Arnault, on a besoin de plusieurs Bernard Arnault. Mais il y a eu d'autres Bernard Arnault qui sont partis avant l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir. Certains sont partis, oui. Avant, mais depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 fois plus de Français qui sont partis en Suisse. Ça, ce sont des chiffres que nous avons de la part des cabinets d'avocats fiscalistes qui travaillent avec la Suisse. Et vous considérez qu'ils ont raison? Ça, c'est leur problème. S'ils ne veulent pas payer des impôts en France, ils veulent payer à l'étranger, ils peuvent partir. C'est la liberté de partir. Moi, si j'étais riche, je partirais, bien sûr. Quand on voit les impôts que nous impose le gouvernement, oui. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de riches. C'est ça ce que le gouvernement ne comprend pas. En 1983, quelqu'un a parlé, Laurent Fabius, oui, Bernard Arnault est revenu des États-Unis parce qu'il y a eu un assouplissement de la fiscalité, donc il est revenu. Donc on a besoin des riches pour créer des emplois. Les riches d'aujourd'hui, ce sont des créateurs d'entreprises et d'emplois. Ce ne sont pas les rentiers du 19e siècle ou les marqués, les cons du 18e siècle. Aujourd'hui, les fortunes de France, le classement Challenge, on l'a étudié dans notre ouvrage, ce sont des gens qui ont créé des entreprises pour la plupart. Chez les Américains, c'est pareil. Chez les Britanniques, c'est pareil. Ce sont des créateurs d'entreprises. C'est Xavier Niel, c'est Simoncini. Ce sont des gens qui créent des milliers et des milliers d'emplois. Ce ne sont plus des rentiers d'antan. On a besoin d'eux. Il ne faut pas les décourager, vous voulez dire? Il ne faut pas les décourager. Au contraire, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de Xavier Niel, plus de Simoncini, plus de Bernard Arnault. Juliette Arnault? Alors, 2 choses. Sur les murs de la Sorbonne, en 68, il y avait un des slogans qui était « Millionnaires de tous les pays, unissez-vous, le vent tourne ». Bon, ils sont unis, effectivement, mais le vent n'a pas tourné. Ça, c'est la partie moins... Enfin, si, le vent a tourné, mais pour eux. La deuxième chose, moi, qui m'a... Avec cette histoire de M. Arnault, qui n'a pas la même orthographe que moi, Arnault, moi, pauvre, lui, riche, il y a quelques mois de ça, il y a eu une espèce de scandale à répétition qui continue sur les footballeurs, qui sont des riches, des nouveaux riches, et qu'on accusait d'antipatriotisme. Et à ce moment-là, il n'y a eu personne pour dire « Ah, la haine du riche ». Pourtant, ce sont des riches. Et on ne parlait pas de... Maintenant, quand c'est Bernard Arnault et qu'il y a une partie, effectivement, des Français qui sont offusqués par sa vulgarité, on parle de... On dit qu'il y a une haine du riche en France. Non, il y a une haine d'un certain type de la bourgeoisie. Les nouveaux riches... Même pas ils existent, c'est-à-dire même pas. Alors eux, ils n'ont rien le droit de dire. C'est le riche patron, peut-être. Le riche patron, voilà, c'est ça. Mais alors justement, puisque vous parlez de football, il se trouve qu'il y a quelques jours, juste après avoir gagné avec le Real Madrid contre Grenade 3-0, le footballeur Ronaldo, qui est l'un des meilleurs footballeurs du monde et certainement l'un des mieux payés, a donné une interview qui a fait un scandale en Espagne. Je propose de l'écouter tout de suite. Puede ser que esté un poco triste. Esa es la única razón. Cuando no conmemoro los goles es cuando no estoy feliz. ¿Personal o es profesional? Profesional. ¿Y por qué dices que la gente sabe por qué estás triste? La gente dentro del club. ¿Y nos lo puedes contar por qué estás triste? Ellos saben, no puedo decir más nada. 5 partidos, 4 goles, no es por ahí. Alors tout le monde est tombé sur Ronaldo parce qu'on a dit quand on gagne 1 million d'euros par mois, ce qui est son cas, on n'a pas le droit de ne pas être heureux. Voilà, c'est ça. À lui, gamin de 20 ans, on donne des leçons de morale. À lui, on a le droit de lui apprendre à vivre. Mais merde, on lui donne des sommes indécentes, il a un comportement indécent. Enfin, c'est comme ça, on donne un pouvoir et un argent indécent aux gens, ils ont un comportement indécent. Ça n'existe pas, les gens à qui on donne ce type de pouvoir et qui se comportent comme Arsène Lupin. Ça n'existe pas. Si, il y a Arsène Lupin. Ok, or Arsène Lupin, il n'y a pas d'exemple. Il y en a dans la littérature. C'est ça la force de la littérature. Hors littérature, il n'y en a pas. Donc, voilà, mais qu'on emmerde Ronaldo, sérieusement, oui, il est ridicule. Il est à ça de taper du pied, de se rouler par terre. C'est un gamin pourri. Il mériterait qu'on lui mette un coup de pied, mais pas qu'on se mette à tous contre lui. Mais alors tout le monde a déduit qu'il voulait gagner plus d'argent. D'ailleurs, depuis le Real Madrid lui a proposé un contrat à vie. Et Ronaldo a dit non, c'est pas une question d'argent. Or, on a tout de suite pensé que c'était une question d'argent. Comme quoi, la seule raison pour laquelle on pourrait ne pas être heureux, c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Il y a plein d'autres raisons, même y compris dans un club ou dans une entreprise, qui peuvent faire que vous n'êtes pas heureux et qui n'ont rien à voir avec l'argent. On peut supposer que comme il n'a pas exposé d'autres raisons, effectivement, c'est parce qu'il gagnait moins que certains de ses petits camarades.
Vous pensez forcément que c'est pour ça? C'est-à-dire que sinon, il l'aurait donné. C'est comme Bernard Arnault, quand il dit qu'il ne part pas en Belgique, enfin qu'il ne veut pas la double nationalité, il dit que ce n'est pas pour des raisons fiscales. Je les attends, ces raisons. C'est parce qu'il est pour le mariage homosexuel? Génial, mais qu'ils nous le disent. J'adorerais. C'est parce qu'il aime l'humour belge, mais qu'ils nous le disent. J'adorerais. J'adore la Belgique, mais je ne demande qu'à partager ça avec lui, qu'il nous le dise. Et c'est peut-être parce qu'il déteste les Français, ce qu'a fait Baudelaire, il est parti en Belgique aussi, Mais puis il a détesté les Belges aussi. Voilà, mais le problème c'est qu'il ne dit rien pour le moment. Monique Passon-Charlot. Alors moi je crois que à la fois la réaction de Ronaldo peut paraître indécente, mais en même temps, moi je la comprends parce que au fond, je vis tous ces footballeurs qui sont devenus des objets, des marchandises, de la spéculation, on les vend, etc., comme finalement des esclaves de luxe. Et c'est pas si évident que ça à vivre. Et donc je pense que effectivement, il peut être triste. C'est indécent par rapport au peuple espagnol puisqu'il gagne bien sa vie. Mais en même temps, son corps, ses mérites corporels et sportifs ne lui appartiennent plus. C'est devenu une marchandise à spéculation. Mais peut-être aussi qu'il nous rappelle que, bien que gagnant des sommes folles, on peut ne pas être heureux. C'est pas mal de le rappeler de temps en temps. Ça, c'est probable, d'un point de vue abstrait, ou même peut-être même concret pour lui, c'est probable. Je pense que ça révèle surtout le côté délirant du foot qui devient une marchandise comme les autres. Et pourtant, moi, j'aime le foot, mais quand on voit les montants des transferts de Paris Saint-Germain, par exemple, sur une année, quand même savoir que le montant de PSG cette année, et visiblement, ils sont prêts à le faire chaque année. C'est ce qui peut faire vivre les ouvriers de PSA Aulnay pendant un an. Donc je veux dire, mais on s'égare un peu parce que le débat pour moi, c'est pas, enfin en tous les cas, on s'égare. Pour moi, le débat, c'est pas l'argent, c'est pas les richesses d'ailleurs, parce que je vois comment on bifurque. Moi, les richesses, moi je suis pour les richesses. On est tous pour les richesses. D'ailleurs, je les aime tellement les richesses que j'aimerais qu'on se les partage entre tous. Le problème, c'est de savoir qui les fabrique les richesses et qui les crée. Et moi, la petite musique que j'adore. Et alors là, c'est pas pour personnaliser, mais quand on qualifie des capitalistes, pas des riches, des capitalistes, des gens qui gagnent sur l'exploitation leur fortune. Parce que Bernard Arnault, c'est pas grâce à son génie, c'est pas grâce à grande performance, c'est pas lui, avec ses petits bras musclés, qui a fait ses 32 milliards d'euros. Derrière, il y a en effet des centaines de millions de personnes, comme lui, mais lui comme d'autres, qui se tuent. Et là, derrière, puisqu'on parlait de Marx, et visiblement, ça faisait consensus sur l'émission, peut-être que là, ça le fera un peu moins, ceux qui créent les richesses, c'est ceux qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle. Et on est 90% dans ce pays. Et je maintiens, en tous les cas, même si on n'est pas d'accord là-dessus, que quand vous reliez ça à la fiscalité, lisez au moins, et après chacun se fera un avis, les études de Piketty qui disaient que par exemple, le niveau de rémunération, d'imposition moyen pour la majorité de la population, c'est autour de 43%, et quand vous tapez dans les 0,1%, vous tombez autour de 30%. Alors peut-être que c'est faux, mais je pense que derrière tout ça, il doit y avoir des tendances de fond. La réalité, c'est que ceux qui créent les richesses, on nous tape dessus. Et ceux qui arrivent en disant « moi j'ai du génie », mais qu'est-ce qu'il va faire de ces 32 milliards en Belgique ou en France? D'ailleurs, je m'en fous. À titre personnel, qu'est-ce qu'il peut faire de 32 milliards? Il investit. Il investit dans des entreprises, il crée des entreprises. Il en crée. Et puis on va changer de sujet. On pourrait peut-être revenir aussi à ce que signifie le fait de payer des impôts. Pas simplement à des questions qui soient des questions strictement économiques, du capitalisme, d'exploiter. Qu'est-ce que ça signifie que de payer des impôts? Ça signifie qu'on a une dette à l'égard de la société. Dans laquelle on est né, qui nous a élevés, qui nous a permis effectivement de développer un certain nombre de capacités. Et là, il y a un problème, pas simplement qui n'est pas un problème économique, pas seulement un problème de répartition ou de justice sociale, mais un problème d'obligation politique. Mais on disait la même chose du service militaire. On a supprimé le service militaire et tout le monde a trouvé ça très bien. On l'a supprimé pour tout le monde. À l'époque, on disait aussi que c'était une dette que nous avions à l'égard de la nation qui nous avait nourris. On peut le remplacer. Le service militaire, d'abord, c'est quelque chose c'était une obligation qui touchait la totalité de la population. Alors que là, les hommes. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le même genre de cas de figure, parce qu'il y a des gens qui n'échappent pas à l'impôt ou qui, rendent d'une certaine façon leur obligation citoyenne. Et d'autres il y a aussi une question de comportement. Parce que parmi ces milliardaires, certains ont déclaré qu'ils acceptaient, vous me direz, c'est l'actionnaire de Libération, Édouard de Rothschild a dit que pendant 2 ans, il était tout à fait prêt
à payer ces impôts exceptionnels que l'on demandait. Donc il y a aussi, c'est pas simplement un problème d'ordre économique ou un problème d'exploitation économique, c'est aussi un problème politique. Je crois que c'est un problème de culture. J'ai une histoire, c'est très court, mais j'ai une histoire amusante à vous raconter. Quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais pourtant dans un lycée populaire. J'enseignais dans le nord du 92, dans un endroit qui est réputé très populaire, voilà. J'avais devant moi des élèves de ces familles-là, et on commence à parler de la question politique. Et j'essaye de travailler justement la question de l'impôt, et je leur demande qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on appelle quand l'État vient voir vos parents et leur demande une partie de ce qu'ils gagnent pour faire vivre la communauté. Et un élève me répond hyper spontanément, c'est du vol. Et j'ai trouvé ça hyper éloquent et très très intéressant parce qu'au fond, je crois qu'on perd le sens du commun. Enfin voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Ça va pas chercher très loin, c'est pas de la grande littérature, mais je crois qu'au fond, c'est ça que nous montre Bernard Arnault. Dernier mot, Philippe Solers, c'est... Oui, quelqu'un, un socialiste français, a dit la propriété, c'est le vol. Alors, le fait que les possédants veuillent prendre ce qui leur appartient pas, c'est-à-dire l'État, on peut dire que l'État, c'est le vol. L'État, c'est le vol. Hein, c'est bien. Donc, on est dans ces problèmes de dette, etc. Vous dites de politique, c'est un problème moral. Non, c'est pas un problème moral, Mais si, bien entendu, politique. vous voulez faire de la morale en politique, chère veux pas madame, du- et vous n'y arriverez monsieur, pas je parce veux pas que du tout faire de la morale en la politique politique. n'existe plus et est tout simplement une splendide organisation mondiale des marchés financiers qui se fout éperdument de la morale et de la politique. Vous aurez des ajustements, et puis c'est tout. Ne pas en être conscient, parler à côté, c'est franchement pas sérieux. Mais alors, il faut s'y résigner. On continue. Il y a une petite citation pour vous dire que des fois, les milliardaires font vraiment dans la dentelle. C'est dans le Courrier international, c'est pas pour faire la revue de presse du jour, mais donc c'est l'héritière australienne la plus riche du monde. Elle dit la chose suivante. Donc elle, son grand travail, c'est d'être héritière, hein, et c'est la plus riche du monde. Enfin, c'est l'héritière la plus riche du monde ou l'héritière australienne ? Je vais la laisser parler, ça sera plus simple. Des fois, il faut les écouter, ça donne envie de se révolter. Si vous êtes jaloux des riches, ne restez pas là à vous plaindre. Débrouillez-vous pour gagner plus d'argent. Buvez moins, fumez moins, sortez moins, travaillez plus. Voilà, à bon entendeur. On va